Bonjour à tous. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui êtes présents. Merci à ceux qui sont connectés en audio et merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Nous allons donc commencer ce 7e point presse de l'année 2021 par des sujets d'actualité. Premier sujet d'actualité, je vous signale une présentation exceptionnelle du Rafale Solo Display, qui est un ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace, qui est un ambassadeur qui démontre l'excellence opérationnelle de nos pilotes de l'armée de l'air et de l'espace et de l'avion Rafale, qui participent à de nombreux meetings aériens et salons internationaux. Pour la saison 2021, ce Rafale Solo Display est incarné par le capitaine Jérôme Toul, qui est le pilote démonstrateur, et son coach, qui est le capitaine Sébastien Nativel, précédent pilote démonstrateur du Rafale Solo Display. L'armée de l'air et de l'espace organise le 9 mars 2021 une journée média qui vous est donc dédiée sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Vous pourrez donc y découvrir les missions et le rôle du Rafale Solo Display tout en assistant à un vol d'entraînement. Cette équipe du Rafale Solo Display évolue au sein de l'escadron de transformation Rafale Aquitaine sur la base aérienne de Saint-Dizier et forme escadron qui forme l'ensemble des pilotes et navigateurs de Rafale. Je vous invite donc à noter cette date du 9 mars dans vos agendas et l'armée de l'air et de l'espace va très rapidement vous donner toutes les précisions utiles pour vous permettre de participer à cette journée exceptionnelle. Nous poursuivons sur les sujets concernant l'armée de l'air et de l'espace pour vous signaler la sortie de la rétrospective 2020 du CDAOA, qui est le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui est le commandement qui planifie les opérations conventionnelles de l'armée de l'air et de l'espace, en France et dans le monde. Donc vous trouverez dans cette rétrospective un certain nombre d'interviews d'autorités civiles et militaires du ministère des Armées ou d'autres organismes, notamment le chef de cabinet militaire du Premier ministre, la directrice générale de la DGRIS et un ancien ministre estonien de la Défense. Vous trouverez également le bilan chiffré des opérations menées par le CDAOA pour 2020. À titre d'exemple, quelques chiffres: 80 opérations de recherche et de sauvetage en 2020, 10 assistances d'aéronefs en détresse, 350 interventions des avions de chasse et des hélicoptères. Et en opération, pour Barkhane, ces chiffres ont déjà été donnés par l'état-major des armées, mais ils en sont une concaténation: 1450 sorties chasse et 2274 sorties transport. Et concernant Chamal, 832 sorties chasse. Concernant la police du ciel dans les pays baltes, l'opération qui s'appelle Enhanced Air Policing, 487 sorties au titre des mesures de réassurance. Troisième sujet qui concerne cette fois-ci la Marine nationale. Je vous signale le retrait du service de la frégate antiaérienne Jean Bart, que vous voyez à l'image. Cette frégate a franchi les passes de Toulon pour son dernier retour de mission le 4 mars dernier. C'est un bâtiment qui a été construit sur les bases d'une frégate type F-70 avec une vocation anti-aérienne. Donc vous voyez les radars dédiés au milieu de la frégate. Elle rentre d'une mission dans l'océan Indien de plus de 4 mois, lors de laquelle elle a saisi notamment 3 tonnes de stupéfiants, ensuite détruits en mer d'Arabie. C'est un navire qui a été essentiellement dédié à l'escorte de porte-avions, Foch, Clemenceau, Charles de Gaulle, mais qui, par son caractère multimission, a aussi mené un certain nombre de missions autonomes. Il a été notablement remis à niveau au cours des années 2010, avec notamment un radar de veille Air Smart S, qui équipe également le porte-avions Charles de Gaulle. C'est donc un navire qui est capable de suivre très précisément une situation aérienne, mais aussi surface et anti-sous-marine dans une région donnée. En 30 ans de service actif, ce bâtiment aura parcouru près d'1 million de nautiques, soit un peu plus de 1,8 million de kilomètres, soit 46 fois le tour de la Terre. Concernant son remplacement, le Jean Bart comme son sister ship, le Cassard, seront tous deux remplacés par des frégates de défense aérienne, Alsace puis Lorraine. L'Alsace, cette année, dès le mois d'avril de 2021. Quant à la frégate Lorraine, elle a été mise à l'eau, vous vous souvenez peut-être, en présence de la ministre et du chef d'état-major de la Marine, le 13 novembre dernier. Ces 2 frégates, Alsace et Lorraine, seront basées à Toulon. Et à l'horizon 2030, je vous rappelle que le format de la marine en matière de frégate de premier rang est 15 bâtiments. 8 FREMM, dont 2 à vocation anti-aérienne dont je viens de parler, 5 FDI et 2 frégates de défense aérienne, Forbin et Chevalier-Paul. Des sujets maintenant technologiques. Vous le savez, nous avons une feuille de route pour préparer le futur de l'aviation de combat du ministère des Armées. Et en particulier, en ce qui concerne la motorisation des avions de chasse, nous avons besoin
d'atteindre des poussées plus importantes parce que les futurs aéronefs seront plus lourds. Sans être trop précis, un Rafale est de la classe 20 tonnes, un SCAF, un NGF, un Next Generation Fighter, l'avion de combat qui le remplacera sera de classe 30 tonnes. Il y a donc besoin de gagner de la poussée pour propulser des avions plus lourds. Cette augmentation de poussée se traduit par des augmentations de température très manifestes au niveau des turbines qui permettent de propulser l'avion. C'est à peu près 250 degrés Celsius qui seront atteints dans les moteurs de la prochaine génération d'avions. Donc qui dit température plus élevée dit matériaux, les matériaux qui tournent très vite, que ce soit les disques de turbine, les aubes de turbine, matériaux qui auront besoin de supporter ces sollicitations mécaniques. Et donc nous avons besoin de mener des études de recherche et de développement sur ces nouveaux matériaux. La ministre avait posé une première pierre et un premier projet important, c'est le projet d'études amont Turenne. Elle avait annoncé la suite de ce projet Turenne en 2019 quand elle était allée sur le site d'Aubervilliers de Safran en présence d'Ursula von der Leyen, alors ministre de la Défense allemande. Le projet dont je vous parle maintenant est un projet tout à fait intéressant de recherche partenariale, public-privé, entre d'une part l'Agence de l'innovation de défense, qui finance ce projet à hauteur de 3,6 millions d'euros pour la part Minarme, l'ONERA, le laboratoire spécialisé en recherche aéronautique et spatiale, et Safran. Voilà, donc ce projet est un projet un peu plus amont, c'est-à-dire qu'il regarde encore un peu plus loin que les projets Turenne et Turenne 2 dont je viens de vous parler à l'instant, mais l'objectif est bien celui-là, c'est d'identifier des composants, des matériaux mécaniques capables de supporter 250 degrés de plus. Donc si vous souhaitez un chiffre précis, en entrée de turbine, le moteur de la prochaine génération d'avions de combat verra des températures de l'ordre de 1825 degrés Celsius, alors qu'aujourd'hui, un Rafale voit plutôt de l'ordre de 1575 degrés Celsius en entrée de moteur M88. Voilà, donc c'est tout l'objet de ce projet de recherche qui s'appelle Adamant et dont vous trouverez la signification de l'acronyme sur la slide. Un deuxième sujet technologique qui est important en matière de souveraineté, c'est ce qui concerne le nitrure de gallium. Vous avez conscience qu'on a une attention toute particulière pour conserver en France ou développer en France des compétences en matière de composants électroniques. Le nitrure de gallium est un composant essentiel pour tout ce qui concerne l'amplification de puissance, notamment pour ce qui concerne les radars. Donc quand vous voulez avoir plus de puissance ou à contrario à isopuissance avoir des composants qui sont plus réduits, parce que vous avez besoin de gagner en compacité, eh bien vous avez besoin de développer une nouvelle génération de matériaux, en l'espèce ce nitrure de gallium. Donc on a déjà du nitrure de gallium aujourd'hui, il y a des applications défense, des applications télécom, des applications spatiales. Là, le projet dont je vous parle maintenant, c'est la prochaine génération de nitrure de gallium. C'est un projet en collaboration entre l'AID et l'Agence de l'innovation de défense et le CNRS, qui s'appelle GREAT, l'acronyme de High Frequency GaN Electronics. GaN voulant ici dire nitrure de gallium et pas groupe aéronaval, évidemment. Donc, pour être un peu plus précis, l'objectif est d'atteindre des amplifications de puissance jusqu'en bande W, soit 94 GHz, et de le faire en Europe. On va faire ce projet avec deux sociétés, dont une société auprès de laquelle nous nous approvisionnons déjà en composants de nitrure de gallium, qui s'appelle UMS, qui est une société franco-allemande. Les laboratoires impliqués sont les suivants: l'Institut d'électronique et de microélectronique et de nanotechnologie, l'Institut Lavoisier de Versailles, l'Institut de recherche de Limoges XLIM et le Centre de nanosciences et de nanotechnologie. Voilà, donc des applications dans le domaine défense, j'ai parlé des radars, des applications dans le domaine de la 5G, notamment cette nouvelle génération de nitrure de gallium pourrait permettre d'alimenter en communication téléphonique des zones blanches, dans des zones rurales, et pour l'aspect satellite, cette montée en fréquence, et donc cette montée en puissance, avec cette nouvelle génération de nitrure de gallium, permettrait d'offrir un service de communication là où les satellites télécoms classiques ne peuvent être déployés. Je passe désormais à un sujet de biodiversité pour vous parler d'une opération qui s'appelle Fréquence Grenouille. En début de semaine, la ministre déléguée, Mme Darrieussecq, s'est rendue sur le camp d'Avon, qui est l'un des sites de l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active de Saint-Mexan, pour présider le lancement de cette opération Fréquence Grenouille. Alors c'est une opération qui existe depuis 25 ans, chaque année, qui est faite en collaboration avec la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, et c'est une opération de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité. L'année dernière, à peu près 500 animations ont été organisées, des conférences, mais aussi l'installation de ce qu'on appelle des crapauducs.
qui sont des petites infrastructures qui permettent aux batraciens de traverser des routes et de ne pas se faire écraser. Cette opération Fréquence Grenouille se déroulera cette année du 1er mars au 31 mai. Alors pourquoi le camp d'Avon? C'est un camp d'entraînement pour les 3500 élèves de l'ENSOA. C'est un camp de 870 hectares qui est un site Natura 2000, qui héberge un paysage bocager tout à fait rare et intéressant, avec de nombreuses surfaces de pelouse sèche, un maillage de haies, des mares semi-permanentes et des espèces d'intérêt. Je vous en cite les espèces les plus spécifiques et intéressantes. Le crapaud sonneur à ventre jaune, le triton crété, la pie-grièche écorcheur, l'alouette lulu, et 22 espèces d'orchidées, dont une s'appelle, c'est intéressant, l'Orchis militaris. Voilà, ça nous éloigne un petit peu des programmes d'armement des frégates et du Rafale Solo Display, mais c'est un des axes, la biodiversité, que la ministre déléguée souhaite particulièrement mettre en avant. Voilà pour les sujets d'actualité. Sauf si vous avez des questions en particulier, je propose maintenant de passer à l'agenda des deux ministres. Aujourd'hui, jeudi 4 mars, la ministre a participé ce matin à un débat sur la France au Sahel à l'Assemblée nationale. C'est la continuité du débat public dont la première séance avait été organisée au Sénat le 9 février, ainsi que des nombreuses auditions auxquelles a participé la ministre. Il s'agissait de répondre aux questionnements légitimes des parlementaires sur les raisons de notre présence au Sahel et notre stratégie. Cet après-midi, la ministre visite une entreprise de biotechnologie qui s'appelle DNA Script. Je vous avais déjà un peu rapidement parlé de ce projet, je vais peut-être y revenir un tout petit peu parce que c'est vraiment intéressant. DNA Script, c'est une entreprise qui fabrique des imprimantes à ADN. Alors pourquoi est-ce intéressant d'avoir une imprimante à ADN chez soi? Pas forcément à la maison, mais en tout cas au ministère des Armées. Quand vous faites un test Covid, on vous insère cet écouvillon dans le nez, ensuite cet écouvillon est trempé dans un liquide, et ensuite ce liquide est testé à l'aide de réactifs biochimiques. Ces réactifs vont vous dire est-ce que vous avez ou pas le Covid. Les réactifs, pour tester la présence ou pas de virus dans ce tube, jusqu'alors, la France était dépendante de produits, de substances achetées à l'étranger, avec parfois des délais d'approvisionnement qui étaient importants. Le principe de ces réactifs, ce sont des petits bouts d'ADN qui viennent se coller sur l'échantillon et qui reconnaissent tel ou tel virus. C'est pour ça que la machine dont je vous parle s'appelle une imprimante à ADN, parce qu'elle fabrique des petits morceaux d'ADN. Ce projet de 1,6 million d'euros, qui est financé par l'Agence de l'innovation de défense, va permettre de nous doter, nous, ministère des Armées, dans quelques semaines, d'une imprimante à ADN qui sera située à DGA MNRBC, à Vert-le-Petit, et qui permettra, employons le futur de la certitude, qui permettra de développer des réactifs qui permettent certes de tester si vous avez ou pas le Covid-19, mais aussi de développer des réactifs pour tout un tas d'autres agents pathogènes. Que ces agents pathogènes arrivent de manière fortuite sur notre sol, par exemple le cas du Covid, ou que ça arrive de manière délibérée. Et ça, c'est la menace bactériologique. Donc nous, c'est notre travail au ministère des Armées de prévoir ces menaces et de les parer. Et donc cette machine que nous achetons chez DNA Script nous permettra de faire cela. Donc c'est vraiment extrêmement important au plan scientifique, bien sûr, mais surtout au plan de notre indépendance. En ce moment même, la ministre se rend pour la signature d'une convention avec le groupement d'intérêt public ACIMA, qui veut dire Action contre la cybermalveillance. Ce groupement d'intérêt public regroupe 47 acteurs, publics, privés, du type SGDSN, ANSSI, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées bien sûr, ministère de l'Économie et des Finances, des associations de consommateurs, des industriels, des prestataires de services, de logiciels. L'idée est de lutter contre le cyberespionnage, le hameçonnage, toutes les actions de cybermalveillance. La contribution du ministère des Armées, c'est la mise à disposition d'expertises techniques au profit notamment des nombreuses entreprises petites et moyennes qui peuvent avoir à subir des attaques cyber,
Et en l'espèce, cette expertise technique sera incarnée et la courroie de transmission entre nous, ministère des Armées, et ce groupement d'intérêt public sera fait par la DRSD, qui est la direction donc, du renseignement et de la sécurité de défense du ministère des Armées, qui porte une compétence très forte en matière de cyberespionnage. C'est tout à fait dans les suites de la stratégie du président de la République en matière cyber, qui est de créer un véritable écosystème public-privé sur ces questions cyber. Par ailleurs, je vous rappelle que la loi de programmation militaire prévoit 1,6 milliard d'euros sur ces questions de cyber au sens large. Ce soir, la ministre s'entretiendra avec son homologue israélien pour la première fois, M. Benjamin Gantz. Ce sont des questions d'environnement régional et de coopération militaire qui seront abordées. Voilà pour la ministre des Armées. Concernant la ministre déléguée, Mme Darrieussecq, elle est aujourd'hui dans la Drôme. Elle a remis ce matin la Légion d'honneur au père Pierre Lambert, qui est une figure de la résistance qu'il a rejoint en mai 1944 dans le maquis du Vercors, puis il a participé à la libération de Valence. En fin de matinée, la ministre s'est rendue au 1er régiment de Spahis pour un déplacement dédié au développement durable et au soutien des familles des militaires. Elle inaugure un espace Atlas, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, accès en tout temps, en tout lieu au service. Si vous voulez faire une carte magnétique, si vous voulez faire une carte SNCF, vous faire livrer un colis, faire des commandes d'habillement, les militaires peuvent se rendre dans ces espaces où les services leur sont proposés de manière fédérée. La ministre échangera également sur des projets mémoriels portés par le régiment, avec des acteurs locaux de la jeunesse. Puis, Mme Darrieussecq se rendra au groupement aéromobilité de la STAT, la section technique de l'armée de terre, où lui seront présentées les actions en cours de ce groupement concernant l'opération Résilience. Demain, vendredi 5 mars, la ministre des Armées, comme chaque année depuis le début de son mandat, honorera un rendez-vous qui est un entretien, une réunion, une conférence avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Cela se passera depuis l'ambassade du Portugal à Paris. Évidemment, l'occasion pour la ministre de porter un message particulier sur la politique européenne du ministère des Armées à l'approche de la présidence française de l'Union européenne l'année prochaine. L'après-midi, la ministre se rendra sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Alors, elle se fera présenter les avancées concernant la réforme du maintien en conditions opérationnelles aéronautiques. Vous savez que c'est un des thématiques que la ministre des Armées a portées dès le début de son arrivée, dès fin 2017. L'armée de l'air et de l'espace présentera la manière dont ces mécaniciens s'organisent pour le soutien qui leur incombe. C'est ce qu'on appelle le NSO 4.0, le niveau de soutien opérationnel 4.0. Donc comment faire en sorte de gagner de la performance sur l'entretien des aéronefs par les mécaniciens de l'armée de l'air. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect strictement industriel. Je vous rappelle que le ministère des Armées avait contractualisé avec Dassault un contrat de disponibilité sur 10 ans qui s'appelle Ravel et qui prévoit d'avoir plus 10 rafales de disponibles d'ici 2022. L'armée de l'air et de l'espace lui présentera également un retour d'expérience de la mission Skyros, dont je vous avais parlé, avec plusieurs rafales A400M, un MRTT, avec des escales en Inde, aux Émirats, dans d'autres pays également, une mission de très longue élongation, de forte intensité, avec des coopérations avec nos partenaires. Et donc la ministre des Armées se fera présenter ce bilan de cette mission Skyros. En fin de journée, elle s'entretiendra avec le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Lavigne, pour évoquer ces sujets, mais aussi d'autres. Nous passons au lundi 8 mars. La ministre s'entretiendra avec le président du comité international de la Croix-Rouge, M. Maurer. Alors, le comité international de la Croix-Rouge est un interlocuteur régulier du ministère des Armées. Pourquoi ? Parce que le CICR s'intéresse à la mise en œuvre du droit international humanitaire et à la protection des civils dans les zones de conflit. C'est la raison pour laquelle cet échange est organisé entre la ministre et M. Maurer. La ministre, à l'occasion, j'aurais dû commencer par là, je vous prie de m'excuser, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, qui marquera le 8 mars, qui est le 8 mars, présidera l'Observatoire de la mixité, non pas de la parité, je crois, et ça sera l'occasion d'un échange notamment avec les chefs d'état-major sur les avancées du plan mixité, plan qu'elle avait initié il y a 2 ans et sur lequel nous reviendrons largement avec la contre-amirale de Mazieux lors du briefing thématique tout à l'heure.
En fin de journée, elle s'entretiendra avec le général Conruit, commandant la force Barkhane. Ça sera l'occasion de faire un point de situation sur les opérations sur place dans la foulée du sommet de N'Djamena et des décisions qui ont été prises par le président de la République. La ministre déléguée, de son côté, à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, se rendra à la cité scolaire François Villon à Paris, où lui sera présentée une exposition sur les femmes dans la Résistance, en présence du directeur de la Fondation de la Résistance, M. Grenard. Le mardi 9 mars, la ministre des Armées sera à l'Assemblée nationale pour la séance de questions au gouvernement, puis présidera un comité exécutif sur le service de santé des armées, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point il a manifesté son utilité pendant la pandémie, et évidemment de manière récurrente aussi. Le mercredi 10, la ministre des Armées aura un conseil restreint de défense, puis participera à un conseil des ministres, comme chaque mercredi. Puis elle participera à une visioconférence aux côtés des membres de la coalition pour le Sahel, pour revenir notamment sur les résultats du sommet de N'Djamena. Ça permettra d'évoquer les succès obtenus et de fixer ensemble de nouveaux objectifs de coopération. En fin de journée, elle s'entretiendra avec l'amiral Vendier, chef d'état-major de la Marine. Jeudi 11, à l'hôtel de Brienne, la ministre des Armées recevra une classe défense et sécurité globale. Vous avez peut-être connaissance de ce partenariat entre le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale qui vise à permettre à des élèves du secondaire de mieux connaître les problématiques de défense, d'échanger avec des militaires et des civils de la défense sur son rôle, ses missions, son patrimoine et sa mémoire. Il y a aujourd'hui 300 classes sur tout le territoire, ce qui représente 7000 élèves. J'en ai terminé avec la présentation de l'agenda des deux ministres. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, nous allons passer au focus thématique de ce point presse relatif aux questions de mixité. Nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir la contre-amirale Demazieux qui est en visioconférence avec nous, que je remercie de sa présence et de sa participation. Je vais rapidement faire un propos introductif avant de céder la parole à l'amiral Demazieux. Le 8 mars, je l'ai dit, journée internationale des droits de la femme. Il nous paraissait une évidence de consacrer le focus thématique de ce point presse à cette question. C'est une politique résolument engagée par la ministre des Armées, là aussi dès le début de son mandat. Et je rappelle que le président de la République a fait de la mixité, et ce sont ses mots, la grande cause nationale du quinquennat. La ministre des Armées a mis en place un certain nombre de mesures, d'abord dans le cadre du plan famille, puis dans le cadre du plan mixité. La contre-amirale Demazieux, haut fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère des Armées, vous les détaillera. Ce que je voudrais peut-être dire en propos liminaire, c'est que la question de mixité au ministère des Armées, c'est d'abord une question de compétence et d'efficacité. Il n'y a pas, au ministère des Armées, de discrimination positive. Il y a une recherche de compétences et de talents. Tous les ans, nous avons un défi qui est de recruter entre 20 et 25 000 jeunes. Personne ne comprendrait qu'on se prive d'accéder à la moitié de la population en ne s'intéressant pas à la population féminine. C'est donc avec cet angle-là, cet objectif-là, qui est celui de l'efficacité dans les opérations et de la recherche de l'excellence, que nous avons une volonté très forte d'avoir une mixité plus prononcée au ministère des Armées. C'est un combat quotidien, un combat contre l'autocensure, contre les idées reçues, et c'est en tout cas un combat dont l'état d'esprit est une vision positive de la mixité. Avant de céder la parole à l'amiral Demazieux et à deux militaires du service de l'énergie opérationnelle qui témoigneront de leur façon de travailler et de la réalité de leur mission au quotidien, je voudrais juste vous redonner quelques chiffres clés et quelques dates clés. 16,1% des militaires sont des femmes, c'est-à-dire 33 200 personnels féminins. Nous sommes l'armée au 4e rang des armées les plus féminisées au monde. La première est Israël, qui compte 33% de femmes dans ses armées. Puis la Hongrie, 20% de femmes. Puis les États-Unis, 18%. Concernant la population civile du ministère des Armées, 39,4% des civils du ministère sont des femmes. Et donc, au sein du ministère, globalement, nous avons un peu plus de 21% de personnel féminin. En termes de recrutement, nous recrutons pour 2020 17,2% de femmes dans la population militaire et 41,3% de femmes dans la population civile, soit 3 900 militaires en 2020 et 2 100 civils en 2020.
Quelques dates clés. Je vous rappelle que les premières femmes à avoir intégré des écoles d'officiers, les plus emblématiques, sont en 1977 l'école de l'air, en 1983 l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et en 1993 l'école navale. En 1976, une femme pour la première fois a été nommée officier général, Valérie André. En 1987, première femme à avoir été diplômée de l'école de guerre. En 1993, dans la Marine nationale, celle qui était à l'époque enseigne de vaisseau, Dominique Magnier, est la première femme à avoir commandé un bâtiment de surface de la Marine nationale, patrouilleur du service public Athos. En 1999, beaucoup s'en souviennent, Caroline Aigle, polytechnicienne, est devenue la première femme pilote de chasse à être affectée au sein d'un escadron de combat de l'armée de l'air. En 2008, au sein de la Marine nationale, une femme a pris pour la première fois le commandement d'un bâtiment de combat, celle qui est aujourd'hui la capitaine de vaisseau Claire Potier. Et en 2009, une première femme, Dominique Witt, aujourd'hui générale de brigade, est devenue la première chef de corps d'une unité de l'armée de terre. Je vous signale simplement, avant de passer la parole à l'amiral de Mazieux, 2 événements dont nous sommes partenaires le 8 mars. Le premier événement se tient à l'école de guerre. C'est une soirée dont l'intitulé est « Mon chef est une femme », qui réunit un panel d'invités civils et militaires. Parmi les invités, le général de corps d'armée Isabelle Guyon de Méritins, de la gendarmerie nationale, première femme à avoir été nommée officier général de gendarmerie. L'amiral Anne Cuillère, qui a fait partie des premières femmes à être embarquées sur des bâtiments de combat. Et une de vos consoeurs, Madame Salamé, journaliste, auteure de Femmes puissantes. Ça sera un temps d'échange avec les stagiaires de la 28e promotion de l'école de guerre. Les thématiques abordées, égalité professionnelle, salariale, plus-value d'équipe mixte, avancée des plans mixité dans les armées, direction et services, accès aux fonctions de direction, etc. Un deuxième événement organisé par l'IRIS avec UNEO, qui est la mutuelle des forces armées, de 18h30 à 20h, dont le thème est la féminisation des armées, progrès sociétal ou enjeu opérationnel. Ce deuxième événement est accessible via des inscriptions en ligne sur le site de l'IRIS. Le premier événement n'est pas ouvert à la presse. Je souhaitais quand même vous le signaler. Voilà, j'en ai fini pour ce propos liminaire et je cède très respectueusement la parole à la contre-amirale Anne de Mazieux, haut fonctionnaire à l'égalité des droits au ministère des Armées. Amiral, si vous nous entendez. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous entends parfaitement bien. Est-ce que vous m'entendez de votre côté? Absolument oui. Parfait. Alors, comme l'a dit Hervé Grandjean, c'est en ma qualité de haut fonctionnaire à l'égalité des droits que je m'exprime devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis responsable de la mise en œuvre de la politique du ministère en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre des orientations du gouvernement. Et donc, à ce titre, je vous exposerai les mesures que nous mettons en œuvre pour le personnel militaire, mais aussi pour le personnel civil, puisque je rappelle qu'au sein du ministère, il y a quand même plus de 62 000 agents civils, ce qui n'est pas rien. Ma présentation, je la ferai en 2 temps. Tout d'abord, effectivement, j'évoquerai le plan mixité, mais aussi j'évoquerai dans un deuxième temps tout ce que nous avons mis en œuvre au-delà du plan mixité. Alors, vous le savez, il y a tout juste 2 ans, la ministre a souhaité marquer une nouvelle étape et elle a lancé ce plan qui était destiné à mieux aider les militaires et en particulier les femmes à conduire la pleine réalisation de leur carrière. Et donc ce plan mixité a été construit et élaboré selon 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de donner envie de s'engager dans les armées, avec des mesures qui concernent plus spécifiquement le recrutement et la valorisation de nos métiers. Vous le savez, nous avons besoin d'un vivier, et nous avons besoin de ce vivier pour permettre à chacune et à chacun de dérouler l'ensemble de sa carrière et pouvoir ainsi accéder aux plus hautes responsabilités. Le deuxième objectif, c'était donner envie d'y rester, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion, en particulier comment accorder plus de souplesse au parcours, ce qui, je le rappelle, malgré tout, profite non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, et pour mieux fidéliser les talents. Et puis le troisième axe d'effort, c'était de donner envie d'y évoluer, c'est la valorisation de la mixité, pour développer cette culture de mixité, et j'y reviendrai.
Alors, nous sommes aujourd'hui 2 ans après le lancement de ce plan et j'ai envie de dire, où en sommes-nous? Tout d'abord, en ce qui concerne le premier axe, qui est celui du recrutement, euh, déjà, je peux vous dire qu'en 2 ans, nous sommes sortis de la phase de stagnation. Vous vous rappelez, nous étions dans une phase où les effectifs n'évoluaient pas et même parfois pouvaient avoir tendance à diminuer. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2 ans, les effectifs féminins des femmes militaires sur l'ensemble du ministère ont augmenté de 4,7%. Voilà, ce qui est quand même assez significatif. Alors aujourd'hui, nous avons une présence accrue de femmes dans les centres d'information et de recrutement des forces armées, les CIRFA, hein, puisqu'il nous semble important que quand une jeune femme se présente, eh bien, elle puisse être accueillie ou trouver des homologues féminins qui puissent lui expliquer un peu en quoi consistera le métier qu'elle envisage. Nous avons mis en place des ambassadrices, entre guillemets, du recrutement, c'est-à-dire que nous allons encore dans les lycées, dans des forums, pour faire valoir les métiers et pour montrer que tous nos métiers aujourd'hui sont ouverts aux femmes, vous le savez. Nous avons accru, et vous pourrez vous retourner aussi vers les services de recrutement, ils ont considérablement accru la communication sur les réseaux sociaux et sur les forums de recrutement. Nous avons aussi intégré un plus grand nombre de femmes dans chaque jury d'examen ou concours. Ceci, non pas pour faciliter l'accès des femmes au concours sous prétexte que ce sont des femmes, absolument pas, mais au moins pour éviter ce qu'on appelle les biais de genre, c'est-à-dire que parfois on peut être amené à sélectionner tel ou tel, voilà, on le sait, c'est unanimement reconnu, et donc aujourd'hui, notamment pour le personnel civil, il y a une obligation d'avoir le même nombre de femmes et d'hommes dans les jurys d'examen et de concours. Pour le personnel militaire, ce n'était pas le cas puisqu'on y arrivait de façon progressive. On progresse beaucoup et on a l'ambition en 2021 de progresser encore. Et puis, nous avons mis en place aussi, un certain nombre d'armées ont mis en place un entretien avec les candidates qui ont été admissibles à un concours, un entretien avec un ou une militaire juste avant les épreuves orales de recrutement. Alors, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit évidemment pas de dire, écoutez, vous avez été admissible et maintenant on vous prend en compte, vous allez être admise à l'oral. Évidemment que non. Mais il s'agit de dire, bienvenue, vous avez réussi vous êtes admissible, bravo. Voilà un petit peu, on prend contact avec vous, on vous attend, à vous de faire vos preuves évidemment, mais on vous montre aussi quel va être le métier et les perspectives de carrière que vous pourriez avoir si vous venez chez nous. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas ouvrir le concours aux femmes et accorder des passe-droits, mais c'est prendre contact et dire aux unes et aux autres, vous êtes les bienvenus, on vous attend, maintenant à vous de faire vos preuves. Voilà. Deuxième axe d'effort, c'est la gestion. Je voudrais évoquer un certain nombre de mesures avec vous, en particulier le fait que nous avons fait modifier l'article, alors c'est un peu technique, hein, j'en suis désolé, 41-38-14 du Code de la Défense, parce que nous nous sommes conformés à la loi de transformation de la fonction publique qui proposait que les intéressés en position de congé parental ou qui bénéficient d'une disponibilité pour élever un enfant puissent conserver en totalité leur droit à avancement dans la limite de 5 ans au cours de la carrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, eh bien, quand on a été absent, auparavant c'était 6 mois plus 6 mois. Quand on a été absent en totalité pendant 5 ans pour élever des enfants, eh bien, on peut désormais continuer à bénéficier de la promotion à avancement d'échelon en échelon et en grade. Alors cette mesure a été adoptée très récemment par la fonction publique le 5 mai 2020 et le décret
du ministère des Armées a été adoptée seulement le 19 octobre de l'année dernière. La mesure est donc très récente, mais elle a déjà été prise en compte pour les tableaux d'avancement 2021 et certaines femmes ont déjà pu en bénéficier. Je voudrais également vous dire qu'en ce qui concerne les femmes officiers générales, nous avons en 2 ans augmenté le pourcentage de la féminisation des officiers généraux qui est passé de 7,5% à 9% aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que, toujours en termes de gestion et de mesures d'accompagnement des parcours, nous avons renforcé le lien avec les militaires en congés parentaux. Je prendrai 2 exemples. Le premier, c'est celui qu'a adopté la Marine, qui a créé un poste de conseiller mixité pour les marins, hommes ou femmes d'ailleurs, mais femmes en particulier, éloignés temporairement. Ce poste a été créé à l'été 2020 et il accompagne les marins pendant les absences qui sont liées au congé de parentalité. Donc évidemment, ça concerne les femmes et les hommes. Et actuellement, il y a eu à peu près 200 contacts qui ont été pris et 40 entretiens qui ont été réalisés. C'est un poste tout récent, tout neuf, qui est occupé par une femme capitaine de corvette, et apparemment ça répond à un vrai besoin. Un autre exemple, c'est celui que l'armée de l'air a mis en place à Tours depuis 2019, où sur cette base aérienne, il y a un service dédié qui assure une gestion spécifique du personnel en congé parental. Ça, c'est très important, parce qu'autrefois, peut-être on le faisait moins, mais en tout cas, quand vous partez en congé maternité, il est important qu'il puisse y avoir un entretien avant votre départ et aussitôt votre retour, et que le lien ne soit pas rompu, parce que souvent les femmes avaient l'impression peut-être qu'elles étaient un peu éloignées et les préoccupations qu'elles avaient quand elles allaient retourner en poste étaient peut-être moins partagées ou prises en compte, et cet aspect est important. Nous avons toujours, en termes de gestion, développé le mentorat au sein des armées, directions et services pour proposer un accompagnement des femmes militaires qui le souhaitent. Ça, c'est également une mesure importante du plan mixité, puisque, comme vous le savez bien, quand on rentre au sein du ministère des Armées, il y a des codes, il y a des usages, et les jeunes filles ou les jeunes femmes qui nous rejoignent, parfois, ne sont pas toujours très au fait de ces codes ou de ces habitudes, et puis ont aussi besoin d'être accompagnées dans leur parcours. Bon. Alors, pour cela, il y a deux façons d'envisager les choses. Actuellement, l'armée de terre et l'armée de l'air mettent en œuvre ce mentorat, plutôt pour la préparation des examens et des concours, de façon systématique. Et la marine, elle le fait pour un cas d'accompagnement plus large, tout au cours de la carrière, où l'intéressé peut avoir un échange et être accompagné il ou elle, elle en particulier, a des choix à faire ou des options à privilégier. Voilà pour la gestion. Je voudrais évoquer le troisième axe et une mesure qui me paraît importante, qui est celle, donc troisième axe, valorisation de la mixité, et donc qui est celle de la mise en place des référentes et des référents mixité-égalité. C'est une décision que nous avons prise en janvier de l'année dernière. L'armée de terre avait déjà mis en place ces référents au sein de ces unités, mais ce n'était pas le cas dans les autres armées et les autres directions et services. Ces référents mixité-égalité, qui sont-ils? Ce sont des binômes, des hommes, des femmes, civils ou militaires quand la situation de l'unité l'impose, qui ont 3 missions. La première des missions, c'est d'écouter le personnel, d'écouter ses attentes, parfois ses difficultés, bien sûr dans le respect de la confidentialité, pour que le jour où le personnel se trouve confronté à une situation un peu délicate, où le personnel est l'objet de remarques un peu sexistes, vous savez qu'évidemment ça existe bien sûr, ces référents mixité, égalité, peuvent contribuer à servir d'intermédiaire, de médiateur, et puis faire retomber peut-être aussi la pression. Ils ont un rôle d'informateur important, ils doivent sensibiliser aux textes en vigueur et aux règles de vie qui sont en usage au sein des armées.
Et ils ont aussi, et bien sûr, ils doivent informer de la règle de tolérance zéro, hein, prônée par la ministre, vous le savez bien. Et puis, ils ont aussi pour rôle de conseiller la hiérarchie et de la prévenir avec discernement. Alors, je précise tout de suite il n'est pas dans leur fonction de se substituer à la cellule Thémis, mais c'est justement pour, avant qu'une situation ne dégénère ou que quelqu'un ne fasse appel à la cellule Thémis, eh bien, ils puissent désamorcer des situations du quotidien parfois idiotes et qui pourraient se régler rapidement. Voilà. Ils bénéficient d'une formation. D'ailleurs, la prochaine, je l'organise le lundi matin 8 mars hein, pour l'ensemble de ces référents, y compris pour les référents qui sont outre-mer, et ça, c'est l'avantage de la visioconférence. Grâce à leur écoute, à leur vigilance, ils sont présents en administration centrale, mais aussi sur le terrain. Tous les comportements qui peuvent être inappropriés, les situations d'atteinte, ce que j'appelle au bien vivre ensemble, peuvent être dénoncés et traités rapidement. Voilà, je voudrais dire que cette démarche, elle est absolument essentielle, parce que si la mixité et l'égalité sont des réalités qui sont vécues au quotidien au sein de notre ministère, elles doivent continuer de faire l'objet d'un suivi attentif pour offrir à toutes les catégories de personnel l'assurance d'un juste déroulement de leur carrière et la garantie de comportement adéquat en toutes circonstances. Deuxième partie de mon propos, je voudrais dire aussi que l'action du ministère ne s'arrête pas au plan mixité. Vous savez qu'en janvier 2020, le ministère des Armées a obtenu la labellisation AFNOR, égalité, sur un périmètre pilote qui était constitué du service des essences des armées, aujourd'hui service SEO, service des essences service de l'énergie opérationnelle, voilà, merci beaucoup, du service des ressources humaines civiles du ministère, du service achat, du service parisien de soutien à l'administration. Ça représentait 53 000 agents. Cette labellisation a conduit à auditer des sites d'emploi sur un périmètre d'unités civiles et militaires, et elle traduit la forte volonté du ministère de renforcer nos dispositifs pour permettre notamment à plus de femmes de conduire de véritables parcours professionnels. Mais nous allons continuer. Et cette année, nous avons déposé le dossier de candidature du ministère pour une labellisation diversité et égalité à l'ensemble du ministère et en particulier aux écoles de formation initiale de cadres. Et les audits auront lieu pour une labellisation, donc cette année 2021, pour une labellisation qui pourrait être délivrée en 2022. D'autre part, nous avons élaboré cette année et rédigé un plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes civils du ministère. Donc ce plan c'est un peu le pendant du plan mixité. Ce plan a été signé le 14 décembre dernier par l'ensemble des organisations syndicales du ministère avec qui il a été élaboré et par la ministre. Et nous allons le décliner tout au long de cette année. Il est valable de 3 ans. Et en particulier, un peu comme le plan mixité, il présente un certain nombre d'axes d'efforts, notamment tendre vers l'égalité de rémunération à condition d'emploi et de parcours identiques. Un autre axe est de garantir l'égal accès des femmes et des hommes civils aux corps, grades et emplois sur l'ensemble de la pyramide. Et puis bien évidemment, de favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les femmes comme pour les hommes. Voilà. Et ce plan est également assorti d'indicateurs qui permettra d'en apprécier la mise en œuvre au sein d'un comité de pilotage. Et puis enfin, je voudrais attirer votre attention sur un outil que nous avons lancé sur le portail interne Intradef du ministère des Armées, qui est un outil de sensibilisation et de lutte contre le sexisme ordinaire. Voilà, parce que, je l'évoquais tout à l'heure, hein, au sein du ministère des Armées, les agents ne sont pas plus ni meilleurs ni plus mauvais qu'ailleurs, mais c'est un outil qui se veut pédagogique et didactique, qui est accessible 24 heures sur 24 et qui est proposé aux agents lorsqu'ils sont confrontés à une situation embarrassante ou qu'on vient les trouver pour s'informer et apporter des réponses. En particulier, lorsqu'ils sont confrontés à telle ou telle situation, ils peuvent donc essayer de voir, il y a un certain nombre de situations. Est-ce que la situation
il s'agit d'une femme ou d'un homme. Si c'est vous, allez, on va mettre une femme. Voilà. Est-ce que qui elle est à l'origine? Bon, je suis à fond dans les biais de genre, mais je vais dire un homme. Et est-ce qu'il y a un lien hiérarchique? Eh ben, allez, la personne visée est un supérieur. Donc, dans quel lieu on travaille, etc. Et donc après, à la fin, donc c'est un comportement, voilà. Je vais vite, c'était plutôt malveillant, l'intention, allez hop. C'était de la séduction, on va dire ça comme ça. Je fais rapidement. Et alors, comment je peux réagir? Alors, est-ce que je réagis avec fermeté, avec pédagogie, décalage, etc. Et donc, plusieurs options avec pédagogie, riposte, voilà, etc. L'impact, les limites. Bon, vous pouvez aussi, sur ce site, tester vos connaissances. Alors, il y a un certain nombre de questions. Que risque une personne ayant eu des agissements sexistes dans le cadre professionnel? Une sanction, une peine de prison, voilà. On va dire une sanction. Bonne réponse. Évaluez vos réflexes. Donc, évaluer les réflexes, c'est pareil, je quitte, oui. Vous voyez, donc là aussi, il y a un certain nombre de questions. Et puis, il y a un lexique qui nous paraissait important. Hein, on peut aller, quoi, le harcèlement sexuel? Alors, je rappelle que cet outil ne se substitue absolument pas à la cellule Thémis, hein, qui est complètement indépendante et qui, elle, s'occupe du harcèlement des violences à caractère sexiste et sexuel, ce qui est l'étape au-dessus. Bon, là, vraiment, voilà. Et puis alors aussi, que dit la loi? Les sanctions à l'égard des militaires, des civils, une bibliographie et un certain nombre d'éléments. Voilà, je pourrais continuer longuement, mais voilà, il y a plusieurs sites, des enquêtes, des rapports, un certain nombre de vidéos que nous avons mises. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? Voilà, ça peut se porter sur l'apparence physique, la grossesse, la politesse, les questions de société, la séduction, voilà, les apparences physiques. Donc ce site a été lancé, il a remporté un franc succès puisque si j'en crois les connexions, elles ont été nombreuses. Et donc il a pour vocation, et j'insiste beaucoup là-dessus, de prévenir les situations bien en amont en se concentrant uniquement sur les faits indélicats et qui sont vécus au quotidien. Pour conclure, j'ai déjà été longue, vous le savez bien, c'est un travail constant et nous ne devons pas relâcher les efforts. J'espère vous l'avoir montré à travers toutes ces mesures. Je précise que lundi 8 mars, Hervé Grandjean l'a dit, la ministre présidera la réunion de l'Observatoire de la parité. Et donc, ça va permettre de faire un point de situation et de continuer à progresser. Et je suis donc tout à fait disponible pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez me poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amiral. Monsieur Sauce. Merci. Bonjour, Amiral Patrick Sauce de BFM TV. J'ai deux questions. Déjà une sur peut-être une actualisation des chiffres sur la différence entre la durée de carrière d'une femme et d'un homme dans l'armée. Je lis une interview du Parisien avec vous il y a un an. Les femmes officiers nous quittent après 14 ans d'ancienneté en moyenne contre 26 pour leurs confrères masculins. Savoir si il y a eu du mieux, je dirais, sur ce point-là, et quelque chose un peu plus anecdotique, quoique je voudrais savoir si le débat sur l'inclusion dans la langue française et le vocabulaire qui traverse une partie de la vie civile française, eh bien, le fait aussi dans la vie militaire, sur les titres, sur la façon de s'exprimer. Alors, merci pour vos deux questions. Donc la première, ça n'a pas beaucoup évolué, vous avez raison. Je recherchais les chiffres exacts là, de cette année, je les ai, mais voilà, ils sont noyés sous un certain nombre d'autres chiffres. Mais en tout cas, j'avais vérifié avant, ça a très très peu évolué. Effectivement, on constate que les femmes militaires, notamment officiers, s'en vont beaucoup plus tôt que leurs homologues masculins. Pourquoi? Parce que en particulier, il y a beaucoup de contractuels. Et que ces contractuels, eh bien évidemment, elles partent plus tôt. Voilà, bon, c'est la raison. Et effectivement, d'une année sur l'autre, ça n'a pas beaucoup évolué. Alors, en ce qui concerne l'inclusion, vous savez que tous les ministères comment dirais-je, reçoivent des directives du gouvernement. Et si ma mémoire est bonne, c'est en 2017, en novembre 2017 ou tout début 2018, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait adressé une circulaire en indiquant la marche à suivre en termes d'inclusion au sein de l'ensemble des ministères. Et par conséquent,
les ministères, à ce jour, n'utilisent pas l'écriture inclusive. Voilà. Bon, donc... après, on peut débattre très longuement sur est-ce qu'on appelle un amiral, une amirale, une colonelle, évidemment pas une sapeuse-pompière, vous le savez bien, mais en tout cas, ni une seconde maîtresse. Mais en tout cas, voilà, l'inclusion aujourd'hui n'est pas utilisée au sein de l'ensemble du gouvernement et du ministère. Bonjour, Franck Cognard de France Info. Il y a 2 ans, si je me souviens bien, un officier de l'armée de terre était venu nous expliquer qu'il y avait une réflexion qui était en cours en disant voilà, les minima qu'on a mis aujourd'hui pour les parcours d'obstacles, etc., on les a mis très très haut en oubliant qu'on était là aussi pour faire progresser les gens. Et ça expliquait peut-être, selon lui aussi, une moindre proportion de femmes dans les armées. Est-ce que c'est une piste de réflexion pour vous? Puis l'autre question, elle tient à l'une des réunions de lundi qu'on a vu à l'ordre du jour, celle qui a lieu avec à l'IRIS ou à l'IFRI, je me souviens plus. Féminisation des armées, progrès sociétal ou enjeu opérationnel. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, par féminisation des armées, enjeu opérationnel? Alors, d'abord, je voudrais vous faire préciser, je n'ai pas extrêmement bien compris ce que vous entendez par minima. Minima à quel titre? Minima, par exemple, pour un parcours d'obstacles, les minima étaient trop hauts et c'est vrai que il y avait plus de femmes recalées que d'hommes recalés à travers les temps de parcours, par exemple. Mais attendez, parcours d'obstacles, vous parlez des choses d'aspect sportif ou bien de parcours d'obstacles dans la carrière? Non, sportif, pardon. Ah, très bien. Non, pas dans la carrière. Ah, très bien. Bon. Alors, donc oui, les parcours sportifs. Effectivement, je comprends mieux. Oui, nous avons conduit une réflexion importante sur le sujet. Nous avons d'abord le service de santé des armées s'est penché vraiment sur, enfin une étude extrêmement complète sur tous les barèmes et les épreuves sportives. L'IRBA, dont le nom précis m'échappe, mais l'Institut de recherche biomédical des armées. Voilà, merci beaucoup. Biomédical des armées également a fait une étude précise. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait revoir un certain nombre de choses, puisqu'il y avait des aspects qui effectivement pouvaient pénaliser les femmes, mais aussi d'autres qui pouvaient dont elles pouvaient être bénéficiaires. Et donc, il faut aujourd'hui revoir un peu cela, et ce travail est en cours. C'est un long travail qui a mis un peu plus de temps pour aboutir, mais voilà, et qui va être mis en œuvre là très, très prochainement. Concernant la conférence de l'IRIS, féminisation et enjeux opérationnels, bon, pour moi, j'aime bien parler de mixité, vous le savez. La mixité, c'est les femmes et les hommes ensemble, et c'est pour moi, la mixité, c'est une richesse. Et cette richesse, eh bien, oui, elle concourt à l'efficacité opérationnelle de notre ministère. Je veux dire, on n'est pas... Enfin, bien évidemment, d'abord, on ne peut pas se priver de talent, et il me semble que les femmes représentent un talent, mais elles ne sont pas... Enfin, ce n'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, c'est les femmes et les hommes ensemble qui forment cet esprit de corps qui est cher aux armées, et vous le savez bien. Et donc, c'est ça. Et c'est ça qui concourt à l'efficacité opérationnelle. Et c'est ça qu'on entend par là. Et c'est ça cet enjeu. Voilà, moi, c'est ce que je comprends à travers cet intitulé. Question de Monsieur Tanguy. Oui, bonjour amiral, c'est Jean-Marc Tanguy. 3 questions et une observation. La première question sur les codes dont vous parliez tout à l'heure, quand vous parliez de mentorat ou de tutorat. Est-ce que vraiment le fait de ne pas détenir les codes, c'est un vrai problème de femme? Parce que je crois que quand on est un jeune homme et qu'on n'est pas forcément un fils de militaire, par exemple, peut-être qu'on n'a pas ces codes non plus. Et est-ce que finalement le fait de dire, ou de le présenter comme ça, en tout cas, qu'il faut un mentorat ou un tutorat aux jeunes femmes pour posséder ces codes, est-ce que finalement c'est pas une forme de boomerang? Parce que quelque part, on peut être un homme et ne pas posséder les codes non plus. C'était la première question. La deuxième, vous disiez que donc le nombre de femmes a augmenté de 4,7%, je crois. Est-ce que vous avez en tête peut-être les armées, ou peut-être c'est finalement une brusque augmentation de civils qui a fait bouger ce cycle? Est-ce que vous avez un peu de détails en fait sur la manière
dont ça a pu progresser. Troisième question sur le service de santé des armées, qui, vous le savez, est très féminisé, notamment ses médecins. Est-ce que le niveau atteint aujourd'hui par la féminisation du service de santé des armées peut pas amener, alors à la marge peut-être, à quelques problèmes justement pour les opérations? Parce qu'en opération, on est déployé 4 mois normalement, et j'ai cru comprendre que la durée de mandat des médecins va être justement réduite pour intégrer justement certaines contraintes, et notamment le fait que moins de femmes que d'hommes peut-être étaient amenées à être déployées comme médecins généralistes en OPEX. Et enfin, la dernière question, et pas une question, c'est une interpellation en fait. Je suis aussi secrétaire général de l'AJD, et on a lancé il y a peu de temps un cycle consacré aux femmes de la défense. Et on a commencé par le témoignage en visio de 2 femmes militaires, gendarmes. Alors ça peut vous surprendre, parce que les gendarmes ne sont plus au ministère des Armées, mais c'est vrai qu'elles sont militaires. Et on était un peu surpris quand même de ne pas avoir plus de profils de femmes militaires. Donc n'hésitez pas à leur transmettre notre invitation, qui a déjà été passée par ailleurs, mais manifestement n'est pas arrivée partout. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc Tanguy. Alors, pour les codes et le mentorat, je vous rejoins complètement. Je me suis peut-être pas exprimé suffisamment clairement, et peut-être je n'ai pas été aussi loin que je voulais aller. Bien sûr, le mentorat, il ne concerne pas uniquement les femmes, bien évidemment. Et d'ailleurs, il part d'une expérience, et que moi aussi j'avais constaté dans mes fonctions antérieures, que certains militaires qui appartenaient peut-être à des armes moins nobles, ne possédaient pas non plus tous les codes ou tous les usages, et que cet accompagnement, ce compagnonnage était très utile aussi pour tous. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai mis en place aussi, avec la délégation à l'encadrement supérieur, qui dépend de la SGA, des séquences aussi, des sessions d'accompagnement et de coaching. Et j'ai voulu l'année dernière faire une expérimentation pour un certain nombre de femmes qui étaient en position d'occuper des fonctions du potentiel. Et cette année, j'ai voulu l'étendre aussi aux hommes, pour que ça ne soit pas uniquement les femmes seules, parce que je considère qu'en effet, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est des choses qui concernent l'ensemble du personnel. Alors, bon, il faut qu'on progresse. Il faut qu'on progresse d'abord pour les femmes aussi, hein, vous l'admettrez bien évidemment. Mais en effet, je vous rejoins. C'est le cas de tous, et parfois de certains hommes qui n'ont pas non plus les codes lorsqu'ils intègrent le ministère des Armées. Alors, je cherchais les chiffres là, j'en avais, et puis voilà, de toute façon on reviendra vers vous, hein, pour les chiffres des armées, mais ce que je peux dire, c'est que de mémoire ça a augmenté partout. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est pas les chiffres qui incluent le personnel civil, hein. C'est les chiffres qui concernent le personnel militaire, hein, les 4,7%. Voilà, je tiens à le préciser. Alors, ils ont progressé partout. Bon, on reviendra vers vous pour ça, hein. Je les avais quelque part, et puis je ne les ai pas retrouvés tout à l'heure. En tout cas, de mémoire, je sais qu'ils ont progressé absolument partout. Pour le service de santé des armées, oui, vous avez raison, c'est un service qui est très féminisé. Après, moi, il faudrait leur poser la question plus précisément et plus directement. Je ne sais pas si le chef du CIRPA Santé est présent dans la salle, en tout cas en termes de gestion, parce que là, effectivement, après, ils ont une politique qui leur est propre, justement pour un certain nombre de postes ou de projections en OPEX. Je ne sais pas quelle est la politique qu'ils ont adoptée. En tout cas, de fait, les hommes et les femmes doivent être capables de se projeter en OPEX, bien évidemment. Voilà. Et puis pour l'AJD, j'ai bien retenu, j'ignorais votre démarche, donc vous voyez, moi-même, je n'étais pas au courant. Et écoutez, on va relayer l'information, bien sûr, sans difficulté. Une autre question. Chiffre pour cette année, donc vous avez dit qu'il y avait à peu près 21% sur l'ensemble du ministère de personnel féminin, militaire et civil compris. Est-ce que dans le cadre du plan mixité, il y a un objectif qui est fixé? Et deuxième question, en 2018, le ministère des Armées avait été mis à l'amende, si on peut dire,
par rapport au fait de ne pas avoir respecté les quotas de femmes dans les primo-nominations sur les emplois d'encadrement supérieur et dirigeant. Donc je crois qu'il y avait 5 unités manquantes en 2018 avec 450 000 € de pénalité. Je voulais savoir quel était le bilan pour l'année 2019 et éventuellement en 2020 s'il y avait des premières remontées. Merci. Donc c'est bien Monsieur Alonso de Libération, hein. On n'a pas entendu le début de votre propos. Non, Bastien Cordia, acteur public. Pardon, vous avez une voix similaire à une autre. Alors, pour les objectifs, il n'y avait pas d'objectif particulier qui avait été fixé dans le plan mixité. Il y en avait un qui était d'atteindre 10% de femmes officiers générales, vous vous souvenez. Actuellement, nous sommes à 9,1%. Voilà, on est plutôt sur la bonne voie. Mais il n'y a pas d'objectif qui a été fixé de façon précise dans ce domaine. Alors, quant aux primo-nominations, oui, vous avez raison, ministère des Armées. Alors, la difficulté vient du fait que cet indicateur qui vient de la loi Sauvadet, hein, vous le savez, qui exige que 40% des postes, des postes de primo-nomination soient occupés par des femmes, ça ne tient pas compte du stock et donc des femmes qui sont déjà en poste. Donc c'est exigeant, bien évidemment, et donc ça suppose que tous les ans, eh bien, nous ayons des primo-nominations qui puissent... Alors, c'est pour le personnel civil, j'entends, quelques postes de militaires, mais en tout cas, et qui puissent atteindre 40%. Bon, le ministère des Armées, comme d'autres ministères d'ailleurs, à ce stade, n'y parvient pas encore. Et donc, c'est un chiffre qui doit encore être consolidé pour 2019 par la DGAFP, puisque vous savez que ça fait l'objet d'entretien et d'échanges avec la DGAFP qui prend en compte tel ou tel périmètre. Et donc, c'est en fonction de ça que nous connaîtrons le chiffre final et la pénalité, parce qu'il y en aura une qui certainement sera imposée au ministère des Armées. Mais à ce stade, je ne peux pas vous le dire de façon précise, c'est la délégation à l'encadrement supérieur qui en est chargée. Nous progressons, mais effectivement, comme le stock... je n'aime pas beaucoup parler comme cela, mais en tout cas, le nombre de femmes déjà présentes dans tous ces postes n'est pas pris en compte. Ça rend la tâche d'autant plus difficile. Voilà. Mais nous essayons de progresser. C'est tout l'objet et je dirais l'investissement et l'engagement de la secrétaire générale pour l'administration, Madame Isabelle Sora. Merci beaucoup, Amiral. Merci infiniment pour vos propos. Je vous propose maintenant d'accueillir deux personnels militaires du service de l'énergie opérationnelle qui vont venir témoigner de la réalité de leur métier et nous parler de mixité de manière très concrète et quotidienne. Je vous laisse peut-être monter sur la scène. On va vous disposer des sièges. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis le brigadier Mirella. Je suis au service OSEO. Donc, c'est le service de l'énergie opérationnelle depuis 3 ans. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon métier et également à répondre à vos questions. Je me présente, je suis le brigadier Ismaël, j'ai 23 ans. Bientôt, ça va faire 4 ans que je suis au service de l'énergie opérationnelle. Alors, notre métier consiste en fait à faire le ravitaillement et l'avitaillement des aéronefs et ainsi que les véhicules terrestres. Brigadier, si je puis me permettre, puisque la thématique du jour, c'est les questions de mixité, est-ce que vous pourriez, en plus de cette description de votre métier, qui est intéressante, nous dire comment vous, en tant que personnel féminin, vous travaillez, vous avez ressenti votre intégration au ministère des Armées? Pour préciser ce que vous disiez, Hervé, j'aimerais même que vous nous racontiez avant, c'est-à-dire que le fait d'être une femme, est-ce que ça vous a posé question à un moment en disant « je m'engage ou je m'engage pas » Qu'est-ce que je vais trouver en face de moi? On sait que c'est un milieu qui est plutôt masculin. Avant même de vous engager, puis après, à partir du moment où vous êtes rentré dans l'armée, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise en bien ou en mal sur le regard de qui vous êtes en tant que femme? Donc déjà, pour mon engagement, ça a toujours été un rêve de petite fille. J'ai jamais hésité en fait. Depuis toute petite, je regardais déjà des reportages justement sur l'armée française où on voyait justement des militaires qui étaient en opération extérieure ou autre,
en action par rapport à leur filière. Donc, ça m'a jamais freinée, en fait. D'être une femme, pour moi, être une femme, elle a sa place, en fait, dans chaque métier. Il n'y a pas de différence. Et puis, pour mon appréhension, ben, j'étais prête. Je m'étais déjà entraînée, justement, pour passer mes tests, les tests psychotechniques, tous les tests à passer avant de s'engager, afin que je puisse signer mon contrat et par la suite commencer justement cette aventure. Donc voilà. Et pour ma part, être une femme, on a tous des atouts. Donc il faut les mettre en avant. Plus dire, bon, ça, vous n'y arriverez pas parce que vous êtes une femme, ça parce que ceci, ça parce que cela. Est-ce que vous avez été confronté à un univers un peu machiste à la base quand vous êtes arrivé? Ou pas du tout? Quand je suis arrivée, non, j'ai pas eu de propos déplacés parce que j'étais une femme. Justement, tout le monde était traité de la même manière, que ça soit un homme, que ça soit une femme, c'était vraiment pareil. Même au niveau du sport, c'était pareil. On est tous là ensemble. Une femme peut aider un homme et un homme peut aider une femme. Il n'y a pas vraiment de différence. Quand on part en opération extérieure, on ne regarde pas « Ah, c'est un homme, non, je ne vais pas l'aider ». Non, au contraire, on est tous là ensemble, justement, pour réussir justement à faire la mission. Parce que le but, c'est de faire la mission et que tout le monde arrive à s'en sortir sain et sauf. Donc, voilà. Bonjour, Yassir Gazim pour le Courrier de l'Atlas. Je voulais vous poser, est-ce qu'il y a des difficultés à donner des ordres à des gens qui sont en dessous de vous, ou est-ce que vous-même, vous avez rencontré des difficultés avec des ordres qui vous ont été donnés à ce niveau-là? Des difficultés, je dirais pas. Je dirais pas, parce qu'en fait, en tant que militaire, c'est comme ça. Les ordres, ils sont donnés, et nous, on est là pour exécuter les ordres. Après, ça dépend comment l'ordre est formulé, mais j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Et même une femme qui donne des ordres, c'est tout à fait normal. Que si c'est un homme qui donne un ordre, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Après, c'est le ton, c'est la façon de parler aussi. Et moi, je dis que ça se sent. Ça se sent. Quand il y a un problème, ça se sent par rapport au ton, à la voix. Donc, voilà. Et puis, s'il y avait un problème, il y a des services qui sont mis en place si jamais il y a un souci. Oui, bonjour, brigadier Jean-Marc Tanguy, je suis ici. Bonjour. Qu'est-ce que vous aviez comme formation l'un et l'autre avant de toquer à la porte du SEO? Et puis, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et en termes de savoir-faire là, depuis que vous êtes arrivé dans le service? Alors, vous êtes jeunes tous les deux, mais peut-être que vous êtes déjà partis en OPEX, ou ça se fera peut-être bientôt, ou en OPINT. Là aussi, qu'est-ce que vous avez appris sur ce genre d'expérience? Et comment vous vous projetez? Peut-être déjà, quelle est la durée du premier contrat que vous avez signé? Et comment vous envisagez votre carrière au sein du SEO ou dans les armées, hein, puisque on peut ne pas faire toute sa carrière au SEO, on peut être aussi pétrolier dans les armées, hein, l'armée de terre hein, a aussi des pétroliers. Et puisque un de vos cadres est venu avec vous, est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du niveau de féminisation aujourd'hui du SEO? Voilà, merci. Donc, je vais répondre à votre question. Donc, avant de m'engager à l'armée, donc j'ai passé un bac pro comptabilité que j'ai obtenu, ainsi qu'un BEP des métiers administratifs. Et j'ai passé aussi également un titre professionnel dans le commerce que j'ai obtenu. Et puis par la suite, pendant que je travaillais dans le commerce, je préparais en fait mon dossier justement pour m'engager. Donc voilà, c'était déjà prévu que je m'engage. Donc voilà. Après, quand on s'engage, c'est une expérience, je dirais, qui est formidable. C'est des souvenirs en fait qui restent, qui ne partent pas. On rencontre différentes personnes, que ça soit en opération extérieure ou même dans notre dépôt, ça dépend. Puis, ce qui est important, c'est que ce qu'on fait, il faut aimer. Il faut aimer l'aventure. Si on n'aime pas l'aventure, non, ça ne nous correspond pas. Donc voilà.
Puis mes appréhensions, j'étais déjà prête. J'étais déjà prête mentalement, physiquement. Et puis, il y aura toujours des avantages, des inconvénients. Mais on est là pour les affronter ensemble. Et qu'on soit une femme, comme je dis toujours, une femme peut tout faire. Avec la motivation, avec la volonté, avec le courage. Donc voilà. C'est des efforts à fournir. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je suis partie en OPEX en juillet 2020. Je suis restée 4 mois à Gao. Et j'ai fait des convois sur différents endroits que je ne dirai pas. Et je gérais aussi tout ce qui était le carburant, en fait, parce qu'il y a des camions qui venaient justement à Gao pour justement remplir nos réservoirs souples. Et par la suite, c'est une mission qui demande de la concentration, de l'observation. On doit être là. Il faut mettre les pieds sur terre pour faire ce genre de mission. Donc voilà. Peut-être juste une question, oui, pour le brigadier Ismaël. Comment vous percevez votre travail avec des camarades, des collègues féminins? Est-ce qu'il y a des choses dans le cadre professionnel que vous faites différemment? Comment vous le vivez, vous? Alors moi, personnellement, je vois pas tellement de différence. Une fois que je suis rentré à l'armée et que j'ai été muté au DE à Distre, j'ai été parrainé par une femme. C'était ma marraine, du coup. Et elle m'a beaucoup appris. Et puis voilà, il n'y a pas de différence. Lorsque j'ai fait un plein, il y a pas... C'est pas le flexible, il n'est pas plus lourd que quand c'est un homme qui le prend, etc. Du coup, on voit pas tellement de différence. Et en opération extérieure, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, je ne voyais pas tellement de différence non plus. Lorsqu'on partait en transport, il y avait des femmes comme des hommes. Et c'était... comment dire? C'était exactement pareil. On dormait à l'extérieur. On mangeait à l'extérieur. Il y avait le même danger partout. Et c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Et comme je le perçois, il n'y a pas à le percevoir justement, parce qu'il n'y a pas de différence. Quand je suis rentré à l'armée, quand j'ai fait mes classes, à Montlhéry, il y avait une section de 46 personnes. J'étais dans cette section-là. Et il y avait des femmes, on ne les traitait pas différemment. C'était exactement pareil. Il y avait les mêmes problèmes. Par exemple, s'il y a des blessures, un homme est blessé, une femme est blessée, c'est pareil. Et puis voilà, on continuait. Est-ce que la façon de donner des ordres pour vous change aussi si vous adressez à un homme ou à une femme? Pas les recevoir, mais les donner. Non, je trouve pas. Quand une femme me donne des ordres, comme par exemple, je suis au 2 à Istres, il y a... Nos chefs sont tous des personnels féminins, la plupart. Et lorsqu'ils nous donnent des ordres, on l'exécute comme si c'était normal. Il n'y avait pas de différence. Et en rapport avec la deuxième mission que j'ai fait, parce que j'ai fait une OPEX, et j'ai fait récemment la mission Skyros, et j'étais avec une brigadier chef, c'était une féminine. Elle avait beaucoup plus d'expérience que moi, donc je m'épaulais sur elle. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Et ça s'est bien passé jusqu'à la fin, du coup. Et il n'y a eu que des retours positifs. Et si vous devez donner des ordres, vous, à une femme, est-ce qu'il y a des choses qui changent sur les appellations, sur la difficulté de ce que vous allez demander? C'était le sens de la question de M. Cognard, ou pas? Non, je ne trouve pas non plus. Vu que dans le dépôt où je suis amené à être chef d'équipe toute la semaine. Et il y a des personnels féminins qui sont avec moi. Et lorsque je donne des ordres, ils acceptent l'ordre. Que je sois un homme ou que je donne les ordres à une femme, c'est la même chose. Alors là, pardon Jean-Marc, on parle vraiment du cadre professionnel avec ses ordres, leur exécution, mais le soir, au mess ou même dans la vie, dans les déplacements, il peut y avoir
ces petites remarques sur voilà, le chef qui serait un homme, qui serait par exemple quelqu'un d'un peu rude, à poigne, et si c'est une femme, on aurait peut-être un vocabulaire un peu plus imagé, voire un peu plus insultant. Est-ce que vous sentez quand même, en dehors de ce cadre très professionnel où voilà, elle a plus d'expérience de moi, ou c'est la chef, j'obéis, il y a ces petites réflexions qui peuvent venir comme ailleurs dans tout cadre professionnel civil? Alors là, je pense pas, non. Dans le privé comme dans le civil, lorsque je suis par exemple avec une brigadier chef, c'est normal, c'est comme si on est de la même famille par exemple. Non, pas du tout, non. Moi, depuis que je suis rentré à l'armée, je trouvais que c'était normal. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de mots qui étaient légèrement différents, même si quand on parle à un homme ou à une femme, c'est exactement pareil. J'ai une question pour vous, madame. Que diriez-vous, au regard de votre expérience, que diriez-vous aux jeunes filles tentées par l'aventure de l'armée et qui hésitent peut-être à franchir le pas? Donc, je vais répondre. S'il y a une femme qui souhaite justement s'engager, je lui dis d'y aller, mais sans réfléchir. À l'armée, il y a un cadre. Tout est cadré. Donc, dans tous les cas, s'il y a un souci, il y aura toujours en fait des gens qui seront à l'écoute. À l'écoute, ça c'est clair. Justement, à l'armée, il faut la communication. Ça, c'est très important. La communication, elle est toujours là. Et je dis à toutes ces femmes, si elles veulent s'engager, de s'engager. Sans crainte, sans réfléchir. Mais toujours garder la tête haute et savoir ce qu'elles veulent vraiment. Aussi, c'est très important. Parce que si elles savent pas ce qu'elles veulent et qu'elles s'engagent, ben, ça risque de donner quelque chose de négatif. Il faut vraiment y aller. Voilà. Monsieur Tanguy. Oui, deux petites questions. Est-ce que vous trouvez que l'environnement de travail, votre tenue, hein, l'uniforme que vous portez, par exemple, le matériel que vous servez, est-ce que c'est adapté à une femme, même si évidemment, un camion de transport de carburant, il n'est pas fait a priori pour un sexe ou pour un autre. Et à quel moment vous avez senti que finalement vous aviez trouvé finalement votre vocation dans le poste dans lequel vous êtes aujourd'hui ou au SEO? Est-ce que peut-être à l'origine, on sent que vous aviez un désir de militarité, mais qu'est-ce qui fait que ça a plutôt éclos au SEO plutôt qu'ailleurs? Et sinon, si vous avez mon chiffre pour la féminisation, je le veux bien. Donc, je vais répondre à votre question. Toutes les tenues sont adaptées pour les femmes à l'armée. Que ce soit le matériel, les tenues, les camions, tout est adapté. Et, comme je le dis toujours, le militaire doit s'adapter au terrain. Donc, dans tous les cas, si des femmes sont amenées, par exemple, à aller en opération extérieure, on est obligé de faire avec le terrain, avec tout ce qui va, les avantages, les inconvénients. Donc, voilà. Parce que si on doit s'adapter avec tout le monde, au bout d'un moment, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, c'est à nous de nous adapter. Et puis, voilà. Et puis, dans mon dépôt, là où je suis au dépôt d'Orléans. Ça se passe très bien. Et justement, on n'est pas beaucoup de féminines justement dans ce dépôt. En tout cas, quand je suis arrivée, il n'y avait que des hommes. J'étais la seule féminine. Et pourtant, ça se passe bien. Et au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien. Voilà. Une dernière question? Oui, je voulais vous demander, que ce soit en opération extérieure ou même en caserne, est-ce que il y a des aménagements spéciaux? Est-ce que vous avez des chambres à part ou est-ce que, en fait, au final, vous êtes plutôt tous des militaires finalement et ça se passe dans la même chambre voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique pour les femmes, en fait. C'est chaque personne qui a... Si vous êtes en caserne, c'est mixte, en fait. Dans le bâtiment, il peut y avoir des hommes comme des femmes.
Après, au niveau des douches, tout ça, par contre, c'est les douches des femmes et les douches des hommes. C'est pas tout le monde. Donc voilà. Il y a certaines choses qui sont mises en place quand même pour notre intimité quand même. Donc voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. On vous laisse rejoindre votre place. Merci beaucoup. Et on va passer au point sur les opérations par le colonel Barbry. Bien, merci beaucoup, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Synthèse de l'opération cette semaine en 8 points. Barkhane, Chamal, Agénor, Jeanne d'Arc 2021, Clémenceau 21, Irini, Lynx et Résilience. Alors, je vais commencer avec l'opération Barkhane, poursuite des opérations de harcèlement dans le Gourma et le Liptako. Alors, en premier point, une frappe dans le secteur de Ndaki, puisque le 24 février de cette année, après une manœuvre de renseignement de longue haleine, les vecteurs aériens de la force Barkhane ont localisé dans la région de Ndaki, qui est affiché à l'écran, plusieurs regroupements suspects. Et après une période d'observation permettant de conclure à la présence de groupes armés terroristes, une frappe aérienne a été ordonnée, permettant de neutraliser ainsi quelques groupes armés terroristes et de détruire 2 motos. Deuxième point, une action combinée contre le IGS. Donc le lendemain, au sud d'Indeliman, comme indiqué également sur la carte, un regroupement de nombreux GAT a été repéré par des aéronefs de la force Barkhane. Des Mirage 2000 alors en vol ont procédé à une frappe. Et dans la continuité de cette action, le groupement commando a été déployé sur zone. Ils ont été pris à partie par des GAT encore sur place et ont engagé le combat. Cette action, donc, qui s'est déroulée sur 2 journées, a permis de neutraliser de nombreux GAT, de saisir 3 armes d'infanterie, 3 mitrailleuses, de nombreuses munitions, 12 motos et 5 équipements de communication. Et enfin, dernier point, concernant le groupement tactique des airs logistique Charente. Le sous-groupement logistique, donc numéro 2 du GTD logistique Charente, a conduit une opération de ravitaillement au profit de la force Barkhane depuis la base militaire de Gao jusqu'à celle de Tombouctou. Composé de 83 véhicules, le convoi s'était lancé le long du fleuve Niger, dont vous voyez la cinématique à l'écran, pour un raid logistique de plus de 800 km en aller-retour. Enfin, en ce qui concerne les sorties aériennes, donc les avions de la force Barkhane ont réalisé 68 sorties, parmi lesquelles 20 sorties chasse, 27 ISR et 21 missions de transport ou de ravitaillement. Alors, deuxième point maintenant avec Chamal. Et je vais évoquer avec vous, et j'ai déjà évoqué avec vous il y a quelques mois, la JOCAT pour Joint Operation Command Advisory Team. Elle parachève, cette JOCAT, sa montée en puissance auprès du Centre de commandement des opérations interarmées irakien. Donc ici, le Joint Operation Command Iraq, donc le JOCAI. Et arrivé au terme de son mandat, le colonel Laurent, que vous voyez à l'écran, premier commandant de la JOCAT, vient de passer la main au colonel Damien. Alors c'est intéressant parce que c'est une structure particulière qui intègre désormais une quarantaine d'officiers de 13 nationalités différentes. Donc c'est une structure très riche en culture opérationnelle et elle travaille en très étroite collaboration avec notre partenaire irakien. Elle l'assiste dans la planification et la conduite des opérations et lui permet ainsi de conserver avec ses propres moyens et sur le long terme l'ascendant sur Daesh. Point sur les opérations aériennes maintenant, avec 16 sorties réalisées cette semaine. Agénor maintenant, avec la FLF Geprat qui a officiellement intégré l'opération Agénor le 26 février dernier. Elle succède à la frégate antiaérienne Jean Bart et elle a passé le détroit d'Ormuz pour la première fois lors de son déploiement le 2 mars, la semaine dernière, dans le golfe d'Aden. Elle a navigué avec la frégate grecque Hydra, déployée temporairement en soutien associé de l'opération. Alors cette semaine, dans le cadre de l'opération Agénor toujours, l'Atlantique 2 a réalisé 4 vols opérationnels de 7 heures dans le golfe arabo-persique et le golfe d'Oman. Et puis un anniversaire, puisque le jeudi 25 février, l'opération Agénor a fêté sa première année d'existence. Depuis le début de l'opération, ce sont 7 frégates européennes et plusieurs détachements Atlantique 2 qui se sont succédés. En un an, ce sont ainsi plus de 100 vols opérationnels, 400 jours de mer et une centaine de franchissements du détroit d'Ormuz qui ont été réalisés au profit de l'opération européenne, commandée actuellement par le commodore danois Karsten Fjord Larsen.
Mission Jeanne d'Arc 2021. Et le 25 février, dans le cadre de cette mission, le groupe école d'application des officiers de marine, composé du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, de la frégate de type Lafayette Surcouf, ont franchi le canal de Suez pour entrer en mer Rouge. Après une escale à port Safaga en Égypte, les 2 bâtiments ont repris la mer pour conduire des exercices avec la marine égyptienne, puis se diriger vers le détroit de Bab el-Mandeb. On reste sur les opérations maritimes encore avec la mission Clémenceau 21 et cette semaine, fin des activités de préparation opérationnelle en Méditerranée donc pour le GAN, déployé dans le cadre de la mission Clémenceau 21. La Task Force 473 a suivi un programme intensif d'exercices dans les différents domaines de lutte anti-surface, défense aérienne, lutte anti-sous-marine et lutte contre les menaces asymétriques et cybernétiques. Donc, la participation du GAN à l'exercice Dynamic Manta 21, exercice de haut niveau de lutte anti-sous-marine piloté par l'OTAN, a constitué le point d'orgue de cette phase initiale de montée en puissance. Donc, désormais, le GAN est pleinement opérationnel et il poursuit son déploiement en direction de la Méditerranée orientale. Opération Irini maintenant, et engagé en soutien direct de l'opération Irini, le premier maître l'air poursuit ses opérations de contrôle de l'espace aéromaritime. Cette semaine, il a effectué des patrouilles opérationnelles aux côtés de la frégate grecque HS Ayagaïon, la frégate italienne Borsini et le ravitailleur allemand Berlin. Le bâtiment français a notamment conduit 3 friendly approaches ou visites consenties sur des navires de commerce. Alors, le concept de Friendly Approach vise à proposer aux navires présents dans la zone de mandat de l'opération Irini d'embarquer une équipe constituée d'environ 6 marins pour échanger des informations pouvant aboutir à du renseignement après analyse. Donc, concrètement, c'est suite à une demande, cette équipe de 6 marins, elle monte à bord du bâtiment bénévolant et suite à une discussion et interaction, ces marins sont en mesure de récolter de l'information et notamment sur des éventuels mouvements suspects auxquels les équipiers donc, du navire visité auraient pu assister. Alors, depuis son entrée dans la zone d'opération Irini, le 17 février dernier, le premier maître l'air a ainsi conduit 5 visites consenties. Par ailleurs, du 28 février au 2 mars, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, détachée ponctuellement du groupe aéronaval, a été engagée en soutien associé de l'opération Irini. Je bascule maintenant en Europe du Nord et de l'Est pour évoquer avec vous la mission Lynx. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de la mission de l'OTAN Enhanced Forward Presence, IFP, un détachement français est déployé annuellement et alternativement en Estonie au sein d'un bataillon britannique et en Lituanie au sein d'un bataillon allemand. Il s'agit donc de la mission Lynx. Dans les semaines à venir, un détachement de l'armée de terre va être déployé en Estonie et pour une durée d'1 an. Il comprend 2 modules principaux. D'une part, un sous-groupement tactique interarmes à dominante blindée, composé de 2 pelotons de chars Leclerc, d'un peloton de reconnaissance, d'une section de combat de l'infanterie, d'une section du combat du génie et d'une équipe d'observation et de coordination des feux. Deuxième module, un élément de soutien national composé d'un détachement logistique et d'un détachement prévotal. Alors, ce sont ainsi environ 300 militaires de l'armée de terre qui vont mettre en œuvre une centaine de véhicules, dont 12 chars Leclerc, 8 véhicules blindés de combat d'infanterie, 2 engins blindés du génie, 8 véhicules de l'avant blindé et 2 dépanneurs de chars Leclerc qui seront déployés suivant une cinématique particulière et que j'avais déjà pu développer avec vous les semaines précédentes, à savoir via 3 voies aériennes militaires qui transporteront essentiellement le personnel et le matériel sensible, 4 trains militaires qui achemineront les conteneurs de matériel. Et puis, ce qui est un peu plus original, c'est les véhicules lourds qui vont quant à eux être chargés donc à La Rochelle sur un navire affrété par les Britanniques et qui transiteront donc par voie maritime, cette opération devant se dérouler la semaine prochaine ou celle juste après en fonction donc, des contraintes. À la fin du mois de mars, le mandat Lynx 9, donc armé principalement par des militaires du 12e régiment de cuirassiers d'Olivet, du régiment de marche du Tchad de Maenheim, du 13e régiment de génie de Valdaon et du 40e régiment d'artillerie de Sweep, prendra officiellement ses fonctions donc au sein du Battle Group commandé par les Britanniques.
Le déploiement donc, de cette mission Lynx constitue à la fois une opportunité de parfaire l'interhabilité avec nos camarades alliés. En outre, la France renouvelle son engagement vis-à-vis de ses alliés et montre qu'elle demeure un partenaire fiable, crédible et solidaire. Enfin, je voulais évoquer avec vous l'opération Résilience, puisque dans le cadre de cette opération, un module militaire de réanimation que j'ai pu évoquer avec vous la semaine dernière est toujours armé par une équipe mixte de 52 militaires, des militaires qui proviennent à la fois du service de santé des armées et du régiment médical. Il est déployé au sein du centre hospitalier de Mayotte. Il a une capacité d'accueil, de soins, de prise en compte de 10 patients en réanimation. Et à ce jour, il a vu donc passer, il a pu accueillir une soixantaine de patients, 58 à ce jour pour être très précis. Voilà, j'en ai terminé avec la synthèse des opérations et je reste bien évidemment tout disposé à répondre à vos questions. Oui, bonjour colonel, 3 questions. Sur la première diapositive du porte-avions que vous avez montré, alors elle est passée rapidement, mais je l'ai vu déjà sur Internet, et on trouve un nombre de rafales supérieur à celui annoncé par la marine dans le dossier de presse sur le porte-avions. Est-ce que vous avez une explication sur... Est-ce que c'est une photo d'archives peut-être, ou est-ce qu'il y a eu un renforcement du nombre de rafales? Je vais revenir vers vous précisément pour vous donner le nombre de rafales, mais qui est conforme au dossier de presse tel qu'il a été communiqué. Deuxième question, donc vous parliez du 40e ERA tout à l'heure dans Lynx, mais vous n'avez pas fait état de matériel d'artillerie dans ce qui est envoyé en Estonie. Est-ce que ça veut dire qu'ils partent sans tube, ce qui peut après tout se concevoir? Et enfin, dernière question sur le major général des armées. Pour moi, l'amiral Casabianca devait partir fin du mois écoulé, et il a été reçu par la ministre lundi, je crois. Est-ce qu'il est toujours major général des armées ou est-ce qu'il a quitté son poste? Merci. Pour le 40e régiment d'artillerie de Swip, je reviendrai vers vous pour le matériel exact qu'ils ont embarqué. Pour ma part, et en premier élément de réponse, il s'agit d'éléments et de véhicules d'observation. Je reviendrai vers vous pour savoir s'ils ont pris des tubes, je ne pense pas. Concernant le deuxième point, le major général des armées a effectivement quitté l'état-major des armées. C'est une décision qui relève du président de la République et de la ministre des Armées, en collaboration étroite avec le chef d'état-major des armées, évidemment. Et dès qu'on aura une annonce à faire, elle vous sera évidemment communiquée. Ah, bonjour, oui, Daphné Benoît à l'appareil de l'AFP. Colonel, j'ai 2 petites questions sur le Sahel. D'abord, ce matin, la ministre des Armées, Florence Parly, a évoqué l'arrivée, je cite, bientôt du contingent italien au sein de Takuba. Est-ce que vous avez des indications supplémentaires sur le timing prévu de leur déploiement ainsi que sur leur nombre attendu, sachant que le Parlement italien a donné son feu vert pour 250 PAX au maximum, mais ce ne sera pas forcément le cas, et sur les matériels, enfin les équipements qu'ils amènent avec eux. Deuxième question, l'état-major des armées sur son compte Twitter évoque une opération des FAMA appuyée par Takuba qui aurait libéré un otage malien et neutralisé plusieurs terroristes dans le Liptako. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications? Est-ce que cette opération fait partie des opérations que vous avez évoquées concernant Barkhane, ou alors c'est une autre opération? Et j'aurais voulu en savoir plus sur cet otage malien. S'agit-il d'un civil, d'un militaire, et qu'est-il advenu de lui? Merci beaucoup. Oui, bonjour madame, merci beaucoup. Donc, pour répondre à vos 2 questions, la première, elle relève de la communication nationale de nos camarades et partenaires italiens qui vont communiquer sur ces différents éléments sur lesquels je ne peux pas en dire davantage. Voilà, compte tenu de cette communication qui reste à leur main. Le deuxième point concernant donc cette opération de Barkhane, il s'agit effectivement donc de la libération d'un otage, en fait un Malien, un personnel civil malien qui était retenu par la force, par 2 membres armés d'un GAT dans un véhicule. Et c'est effectivement l'action dans la grande région de Ménaka avec donc l'ULRI numéro 2 et le TAS Group
donc le task group numéro 2 franco-tchèque, qui a permis donc de stopper ce véhicule dans lequel était détenu le personnel civil malien, a pu stopper cette action et libérer le personnel civil malien. Pardonnez-moi, vous avez des précisions sur la localisation de cet événement? Quand a-t-il eu lieu et par quel groupe armé terroriste était-il retenu, s'il vous plaît? Oui, là, il faudra que je revienne vers vous. Donc, c'était dans la grande région de Ménaka. De mémoire, on était à une vingtaine de kilomètres de Ménaka. Pour la date exacte et l'obédience des djihadistes, je reviendrai vers vous dans la journée. C'était une action d'opportunité qui s'est réalisée lors donc d'une opération qui est menée donc conjointement et conformément aux ordres qui sont donnés, et ce sont dans leurs prérogatives dans le cadre de la task force Takuba et de ce task group en particulier, de pouvoir continuer à la fois le quadrillage et le harcèlement dans ces zones. Là, en l'occurrence, il s'agissait de la région de Ménaka, et lors d'une opération de patrouille et de reconnaissance, il y a eu cette action d'opportunité qui a permis la libération de ce personnel civil retenu par les deux djihadistes. Oui, Myriel Acrafré, bonjour. J'ai juste une question pour Hervé Grandjean. Vous avez tout à l'heure, au tout début, présenté un condensé de Skyros. Je n'ai pas compris où est-ce qu'on pouvait avoir ce condensé. C'est en ligne ou... Il y a eu un dossier de presse sur l'opération Skyros qui a dû être diffusé. Oui, mais c'est la même chose. Je signalais simplement que la ministre bénéficierait d'un retour d'expérience de cette mission lorsqu'elle se rendra à Saint-Dié. D'accord. Ok, j'avais pas compris. Merci Hervé. Y a-t-il d'autres questions, que ce soit dans le domaine des opérations ou des questions d'ordre général? Sinon, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour notre point presse délocalisé à Vars. Je remercie l'armée de terre très chaleureusement de nous accueillir et de mettre en place toute la logistique dans le respect des règles sanitaires. La plupart d'entre nous partiront la veille, je pense, avec une manœuvre en train puis car. Les inscriptions sont en cours, je crois, mon colonel. Et donc, on se retrouvera avec plaisir à la montagne la semaine prochaine. Voilà, très bonne fin de semaine à tous. Merci, mon colonel.